Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité autrement sur Eden Télévision, c'est le forum des rédactions, le décryptage de l'actualité politique nationale, internationale. Et comme vous le savez très bien, la pandémie sur le coronavirus au Bénin, en tout cas situation quelque peu sous contrôle dans notre pays. Que retient-on bien sûr, du dernier bilan fait par le ministre de la Santé en début de semaine face aux pharmaciens? Nous aurons le temps donc de l'évoquer sur cette émission. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport au processus électoral en cours au Bénin sera également analysé au cours de ce plateau entre confrères de la presse nationale. Le classement RSF, le Bénin perd à nouveau de place. Le Bénin est bien sûr qui chute à la 113e place. Le Bénin qui était 96e pour le compte du classement 2019. Que dit alors de la liberté de presse au Bénin dans ces conditions quand on se réfère à ce dernier classement de RSF? Nos confrères ou mes confrères qui sont invités sur ce plateau auront donc le temps d'apporter quelques éléments d'analyse à l'actualité à travers ces différents thèmes. Merci bien sûr de nous suivre sur Eden Télévision. Et pour faire le débat sur l'actualité politique au Bénin, deux confrères, Gilles-Chris Tidi, journaliste indépendant. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Vous êtes déjà un habitué sur le plateau de Forum des rédactions. En face de vous également, bien sûr, un confrère, Cédric Kitikaoun, correspondant littoral à Ouémé de Radio Cédoun, qui était d'abord déjà sur ce plateau la semaine dernière. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, à Corneille. Alors, avant de commencer, nous allons suivre l'extrait du ministre Benjamin Ompati ce lundi face aux pharmaciens. En tout cas, il a fait le point de la situation à ce lundi au Bénin concernant la gestion de la pandémie liée au coronavirus au Bénin, le nombre de cas et ensuite les traitements. Et il a fini par évoquer les nouvelles mesures prises par l'État, surtout envers les communautés à risque comme le personnel médical et les forces de sécurité qui vont bénéficier d'un dépistage systématique. Suivons ici. Le Bénin compte au total 54 cas confirmés, répartis comme suit. 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées. 0 malade en situation grave, 1 décès et 27 personnes guéries. Dans sa stratégie globale de riposte, le gouvernement a fait l'option d'un dépistage systématique des personnes symptomatiques, de même que de tous les contacts des personnes contaminées. Aussi, a-t-il, dès le début de la pandémie, désigné un comité médical d'experts qui, sur la base d'éléments scientifiques et de constats probants, a mis en place la thérapie la plus indiquée dans l'environnement qui est le nôtre. Cette thérapie comporte de la chloroquine en raison de son indice d'intérêt résultant du rapport efficacité, inconvénient, disponibilité. En vue de l'optimisation de la prise en charge thérapeutique, et ce, dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a décidé d'autoriser sa centrale d'achat, la CAME, à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques de l'ensemble du territoire et des unités de cession de médicaments essentiels des formations sanitaires périphériques, la chloroquine à un prix subventionné. Ainsi, le comprimé de chloroquine 250 mg sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME et cédé sur prescription médicale à 50 francs CFA, soit 500 francs la plaquette. Dans cette même dynamique de riposte massive avec une meilleure appréciation du niveau réel de contamination de notre pays, il a été décidé pour compter de la semaine prochaine de procéder au dépistage systématique
des communautés à risque, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire, etc. Voilà donc les propos du ministre Benjamin Opati. Je l'ai dit dans l'introduction, Gilles Chris, que le Bénin, en tout cas, démontre qu'il maîtrise pas forcément cette maîtrise, mais qu'on contrôle tout au moins la pandémie liée au coronavirus. Oui, ça ne fait aucun doute. Si vous voyez un peu les chiffres, les statistiques officielles, que ce soit hors du continent africain, dans le continent africain, que vous les comparez un peu aux chiffres du Bénin, on peut se dire que le gouvernement est en train quand même de maîtriser la situation et c'est à son actif. Jusqu'à l'heure où nous parlons sur ce plateau, et selon les chiffres officiels, c'est que le Bénin a 54 cas confirmés, avec 27 personnes qui ont recouvré leur guérison, 26 sous traitement et un décès. On se souvient un peu du cas de ce décès-là. Voilà, de cette dame qui s'en est allée. Donc, on peut dire quand même que, tant bien que mal, bon, on n'a pas encore enregistré des chiffres effarants, qui puissent vraiment susciter colère, etc., au sein de l'opinion. Même si, au début de cette crise-là, ici, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de, on va dire, de recommandations de part et d'autre. Des gens auraient voulu, par exemple, que le gouvernement prenne certaines décisions. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qui compte, comme on le dit en milieu des affaires, ce sont les résultats. Ce qui compte, ce sont les résultats. Peu importe les décisions que vous prenez. On a beau décréter un confinement général dans un pays, si tant est qu'on ne maîtrise pas la situation et qu'on a 10 000 cas, par exemple, c'est que la situation échappe. Mais si, à l'heure actuelle, on note que le gouvernement a décrété, par exemple, un cordon sanitaire avec 15 villes ou 15 communes, bon, et ça permet quand même de ne pas laisser échapper le virus vers l'intérieur du pays. Voilà, contrôler la propagation. Maintenant, le ministre qui a annoncé qu'on puisse dépister de façon systématique le personnel médical, les forces de défense et de sécurité, je crois que c'est une très bonne décision. Ça prouve que, quels que soient les différents commentaires, on a beau faire des critiques, des observations, mais il faut reconnaître quand même que d'une manière ou d'une autre, on contrôle la situation. De Kitikaon, Cédric, oui, pour raisonnement de Gilles Chris. Bon, je dirais que le Bénin, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous avons la grâce d'être compté parmi les pays qui ont moins de cas jusqu'à présent. C'est vrai que lundi passé, nous sommes passés de 35 cas à 54. Quelque part, je partage l'angle sur lequel mon confrère Gilles Christiedi a apporté son argumentaire. Mais là où je voudrais appuyer, c'est l'angle des personnes asymptomatiques. Et c'est là toute ma peur. Le ministre l'a dit lundi, sur 54 cas, nous avons 40 personnes asymptomatiques. Et c'est là qu'il faut véritablement se poser la question. Cela voudra dire que peut-être que sur ce plateau, peut-être qu'il y a... Et ce serait vous. Peut-être que c'est lui. Je ne veux pas faire noir de mauvais augure. Mais c'est cela, ma peur. Personne ne peut dire qui est contaminé, qui est malade à l'étape actuelle, à moins que si la personne ne présente pas les symptômes que l'OMS a édicté par-ci et par-là. C'est justement la complexité de ce virus-là. C'est la complexité de ce virus-là, comme l'a dit Corneille. Et je ne sais pas si les mesures actuelles que prend le ministre de la Santé ou bien que prend le gouvernement, si ces mesures pourront permettre vraiment de freiner ce virus-là. C'est vrai que jusqu'à présent, la réflexion s'est poursuivie. Le gouvernement est en train de prendre les décisions étape par étape et nous voyons les résultats. Mais à l'étape actuelle, avec des personnes asymptomatiques, il est fort à craindre. Et je ne voudrais vraiment pas que la prédiction de l'OMS puisse avoir raison sur le continent africain, particulièrement au Bénin. Le port de masque obligatoire est l'une des fortes mesures qui est en train d'être reprise par d'autres nations sur le continent africain. Je crois que c'est très important de continuer par mettre en œuvre ces mesures barrières et de continuer toujours par prier. Non, mais finalement, on n'a que la prière, hein, encore. Vu le gouvernement qui a su quand même
de faire face à la situation avec la tête sur les épaules? Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on criait beaucoup, il fallait fermer les écoles et autres. Il y a eu la fermeture des lieux de culte et autres, mais finalement, le gouvernement n'a pas du tout montré des signes de fébrilité face à la situation. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Oui, mais peut-être aussi que c'est un coup de chance pour le Bénin. Je dis peut-être. Cela ne signifie pas que le gouvernement ne fait rien. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui, effectivement, au début, réclamaient qu'on puisse agir de façon très prompte. J'ai noté une certaine hésitation. On a fermé les écoles dans un contexte vraiment d'hésitation. On a tellement réfléchi. Est-ce qu'il faut fermer? Est-ce qu'il ne faut pas? Voilà, j'ai l'impression. À l'époque, le gouvernement avait presque la pression au dos avant d'aller fermer les écoles. Et peut-être aussi qu'aujourd'hui, ça nous aide à contrôler aussi la situation. Même si on sait qu'il y a certaines structures qu'on ne peut pas fermer, ou encore certains lieux, par exemple les marchés, sont indispensables pour nous. Sociologiquement, c'est qu'au Bénin ou encore en Afrique, si vous fermez les marchés, c'est que vous allez tuer vos populations, pas par un virus, mais par la faim. Donc, d'une manière ou d'une autre, effectivement, on avait critiqué cette lenteur du gouvernement à ne pas vraiment... On sentait qu'on ne mesurait pas vraiment la gravité de la situation. Qu'il vous souvienne qu'à l'époque, au moment où le Bénin, le 16 mars, enregistrait son premier cas, la France déjà tutoyait 5000 cas déjà. C'est ça, c'est bien ça. Actuellement, vous savez, la France a déjà dépassé 20 000 morts. L'Italie, ainsi de suite. Les États-Unis d'Amérique, 42 000 morts déjà. Ça signifie que si aujourd'hui on n'a qu'un seul décès, 54 cas confirmés tout simplement, c'est que d'une part, effectivement, les choses sont en bonne voie. Et il va falloir souhaiter effectivement qu'on puisse continuer à maîtriser la situation. C'est vrai que, parlant des personnes asymptomatiques, c'est là aussi l'autre équation à multiples inconnus, même au plan mondial. Les scientifiques continuent de découvrir le virus jusqu'à là où nous parlons. Personne ne peut vraiment se targuer de maîtriser le fonctionnement du coronavirus. On continue de l'identifier, de le détecter. Et la fois dernière, le ministre de la Santé avait dit que la capacité du Bénin actuel pour pouvoir dépister, c'est de 16 000 tests par jour. Bon, j'ai cru l'entendre. Si c'est vrai, c'est que, bon, on attendra de voir. Mais toujours est-il qu'il va falloir qu'on puisse continuer à afficher cette sérénité, s'il en est une, pour vraiment être à la hauteur de la situation. Par exemple, il y a encore que l'aéroport international est toujours ouvert et accueille des gens. C'est toujours des voies où on peut... Toujours laisser porte ouverte. Voilà, c'est aussi une porte ouverte pour le virus. Voilà. Donc, en tout cas, le gouvernement, on verra. À l'heure actuelle, puisque la situation est encore sous contrôle, bon, on apprécie. Si demain, ça s'enflamme ou ça s'aggrave, ça empire, on reviendra encore pour faire les analyses. J'écris Cédric, voilà. Alors, mais est-ce que à l'étape actuelle, c'est vrai que les communautés à risque, on a parlé du personnel médical et autres, mais est-ce qu'il ne fallait pas étendre carrément alors ce dépistage-là à toute la population pour avoir une idée réelle de la situation? Exactement. Je disais tantôt que c'est les personnes asymptomatiques qui me font vraiment peur. Et je continue de le dire. Est-ce qu'il faut simplement s'arrêter au niveau du personnel médical et au niveau des pensionnaires de nos différentes prisons? Encore que là, il faut doubler le résultat, il faut doubler les mesures à ce niveau-là. Je crois maintenant qu'il faut prendre en compte les 15 villes qui sont au niveau du cordon sanitaire. Pourquoi ne pas dépister tous les citoyens qui sont au niveau de ces villes-là, pour réellement avoir le résultat escompté. Parce que je suppose, on dépiste le personnel médical qui se trouve dans le cordon sanitaire, on se rend compte qu'il y a des cas positifs, on se rend compte qu'il y a des cas négatifs. Lorsqu'on fait la multiplication, parce que les experts disent que quand une personne est atteinte du Covid-19, il faut imaginer 5 à 10 personnes qui sont des contacts directs de cette personne atteinte-là. Donc, imaginez qu'on se retrouve à peut-être 50 agents de santé qui souffrent du Covid-19. Vous faites la multiplication, vous imaginez un peu comment est-ce que ce virus-là est en train de se propager. Vous prenez les contacts directs, x10 aussi, ainsi de suite. Donc, je propose aujourd'hui au gouvernement d'étendre la mesure à tous les citoyens qui se trouvent dans le cordon sanitaire. Mais à lire la démarche gouvernementale, c'est une démarche
qui fait prendre des décisions étape par étape. Et je voudrais dire à Jésus, tu dis qu'il a raison. Ne me dites pas. Non, qu'il a raison. Non, qu'il a raison, parce que dans son argumentaire, il a parlé d'hésitation un peu. Qu'il a raison. Il y avait une petite hésitation au début. Au début, parce que, qu'il vous souvienne, avant même qu'on enregistre le premier cas, les journalistes que nous sommes, nous avons la liberté de critiquer l'action gouvernementale, la liberté de porter notre avis sur telle ou bien telle action. On voyait un peu comment ça se passe au niveau de l'Europe, en France, en Italie, en Espagne, et on criait déjà dans nos studios, au niveau des plateaux, on n'est pas en train de voir les actions préventives que le gouvernement est en train de mettre en place avant d'avoir le premier cas le 16 mars dernier. Je crois que l'hésitation a cédé place à une certaine sérénité et les résultats sont en train d'être obtenus. Espérons que les 54 cas, parce que en une semaine, il y a eu 19 nouveaux cas. En une semaine, il y a 19 nouveaux cas. Ma prière, tout simple, c'est que d'ici le lundi prochain, que le ministre de la Santé, devant la presse, ne nous annonce pas encore de nouveaux cas positifs. La situation, c'est simplement le contrôle. Hein. Si on peut arriver à contrôler, je crois que le problème devait être réglé. Mais il faut également saluer le rôle que la presse joue dans cette pandémie-là, notamment sur les informations, la sensibilisation, surtout à propos des gestes barrières. C'est vrai. C'est le moment de remercier les confrères également. Hein, oui, de effectivement. toutes les rédactions. Voilà. La presse audiovisuelle qui est largement mise à contribution en diffusant à longueur de journée des messages de sensibilisation sur les gestes barrières, le port systématique du cache-nez, etc., etc. Ce sont des choses effectivement à saluer. Alors, on va... Oui, non seulement à saluer, il faut dire aussi aux téléspectateurs d'Eden TV que si nous ne nous avons pas vu mettre des masques, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des masques. Avant d'être sur ce plateau. On s'est sérieusement frotté les mains au dehors tout à l'heure, avant de monter sur le plateau. Il faut dire aussi que... Bon, voilà. Oui, justement. Il faut ajouter que dans les maisons, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et la prise de conscience est due à la peur. On a peur de mourir. L'humain a peur de mourir. Et à voir les informations au niveau international, lorsqu'on a découvert le premier cas... Ces grandes puissances sont frappées par un virus qui décime. Il y a beaucoup de Béninois qui étaient sceptiques par rapport à ce virus. Mais le 16 mars, lorsque le ministre de la Santé est monté au créneau pour dire que le Bénin a enregistré son premier cas, je connais beaucoup de citoyens qui étaient très sceptiques, qui ont commencé non seulement par mettre en œuvre les gestes barrières, on va pas respecter les gestes barrières, mais qui ont commencé par sensibiliser les membres de leur famille, ceux qui sont à Cotonou ont appelé le village, faites ci, faites ça, si vous avez besoin de ci, je vous envoie de l'argent pour payer ci, mettez de l'eau au portail, tout visiteur qui vient. Donc, il y a cette prise de conscience qui permet de quadriller un peu le virus. Espérons, comme je l'ai dit, l'Italie a la foi, l'Italie aussi a de gros moyens. La France a la foi, la France aussi a de gros moyens. Cela n'a pas empêché de voir ce qui se passe actuellement dans ces pays-là. Soyons tout juste optimistes. Prions. Voilà. Et moi, je voudrais aussi faire un clin d'œil au Madagascar qui, il y a de cela quelques jours, a rendu public un produit que le président André Rajoelina lui-même a présenté comme étant le remède de Madagascar contre le coronavirus. Oui, parce que, qu'il vous souvienne, vous le savez, l'Afrique a un grand complexe d'infériorité. On n'a jamais ce courage-là de mettre en avant nos richesses, nos recherches. Mais je salue ce courage. On a l'Union africaine, justement, on a l'Union africaine qui n'a presque aucune autonomie, aucune souveraineté. On aurait pu profiter de cette crise pour réunir les chercheurs africains et leur demander de trouver un remède. Et si jamais on arrive à trouver un remède, même le Béninois Valentin Gon qui a trouvé un remède, on a toujours continué à faire de l'hypocrisie, on met ça au cœur d'une controverse. Il y a cette hypocrisie-là que moi, je dénonce. Je suis gêné de voir que les Africains ont du mal à se prendre en charge. Peut-être qu'il y a des pressions géopolitiques ou sociopolitiques derrière, mais franchement, c'est écœurant et moi, je voudrais vraiment saluer ces chercheurs africains qui se battent. Je voudrais vraiment croire que, même si ce n'est pas en notre ère, que le moment viendra où on aura peut-être une organisation africaine de la santé qui puisse avoir sa souveraineté et mettre en avant les recherches africaines. Vous savez, le paludisme, qui est un mal qui tue. Selon les statistiques, ça tue beaucoup. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous traite
on vous traite mal, avec des produits, vous payez très cher. Mais vous savez que lorsque vous retournez au village, il y a des feuilles, lorsque on met ces feuilles-là en infusion, que vous les consommez pendant des jours, vous allez éradiquer ce paludisme. Il en est de même pour beaucoup de maladies. Mais on fait l'hypocrisie, on ne veut pas reconnaître que c'est une richesse. Alors, ce que vous dites est tellement important, parce que dans un pays européen, nous avons rencontré une plante qu'on nous a montré, on nous a dit, ah oui, ça c'est à fabriquer tel médicament, et ça lutte contre le paludisme. Voyez? Mais bizarrement, nous avons demandé, mais pourquoi chez nous? Ça, c'est pas chez nous, c'est nous en souffrons en Afrique. Mais c'est comme s'il n'y a pas de remède en Afrique. Et que cette plante-là existe là-bas, et quand on extrait la plante là-bas, on fabrique les produits et on nous envoie en Afrique. C'est comme s'il n'y en a pas. On n'a pas de chercheurs en Afrique en réalité. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chercheurs en Afrique. Et je voudrais, peut-être ça aura l'air d'une prophétie, peut-être sur ce plateau, et vous allez jouer la bande après, peut-être. Je suis sûr que le vaccin, que le produit contre le Covid-19 proviendra de l'Afrique. Non, le problème, c'est que même si on trouve un produit... Je dis bien, aujourd'hui... L'OMS ne va pas valider ça. C'est malheureusement la réalité. Non, j'ai écrit ça. L'OMS n'aura pas le choix. L'OMS n'aura pas le choix parce que les résultats... Nous y reviendrons. Voilà, les résultats seront probants. C'est un autre aspect de la question que vous soulevez. Je crois que nous allons y revenir. C'est une prophétie. Prophétie de Cédric. Exactement. En tout cas, nous allons continuer avec des sujets un peu politiques. Cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui, bien sûr, fait injonction à l'État béninois de surseoir au processus électoral en cours. Gilles Christ, dites-nous, voilà une Cour africaine est-ce que la Cour africaine a tous les fondements juridiques nécessaires pour demander de surseoir à une élection dans un pays carrément souverain? Très bien. Alors, d'abord, avant de pouvoir répondre de façon correcte à votre question, il faut qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Voilà, ce qui a amené la Cour à prendre une telle décision. Je vais faire un exercice d'explication, chacun tirera ses conclusions. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un concitoyen, Sébastien Jérémie Adjavon, qui est hors du Bénin, condamné à 20 ans de prison par la CRIET et qui est donc à l'international, qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander plusieurs choses. Première chose, qu'on puisse annuler ou suspendre les élections communales et locales du 17 mai. Qu'on puisse suspendre la mise en application de certaines lois prises par l'Assemblée nationale, à savoir, par exemple, le code du numérique, à savoir le code pénal, à savoir beaucoup d'autres lois. La loi modifiant la Constitution, la loi modifiant et complétant la loi portant exercice du droit de grève au Bénin. Il a donc demandé aussi qu'on puisse annuler beaucoup d'autres décisions. Et lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples analyse ces décisions, c'est qu'elle peut rendre des décisions à deux étapes, c'est-à-dire des mesures provisoires. Et ces mesures provisoires sont généralement prises dans des cas d'urgence. Lorsqu'on estime qu'il y a urgence et qu'il faut qu'on prenne rapidement une mesure provisoire pour que des faits ne se produisent pas de façon à porter atteinte ou à produire des faits irréparables sur le préjugé, eh bien, la Cour prend des mesures provisoires. Mais après ces mesures provisoires, lorsqu'on fait une étude de fond du dossier, on rend maintenant une décision définitive. Alors, dans le cas d'espèce, il se fait que, en août, la Cour a été saisie par Sébastien Jérémie Adjavon pour justement cette affaire, et la Cour a donc décidé qu'on puisse suspendre les élections. Pourquoi? Parce que en mars 2019, cette même Cour avait demandé au Bénin de pouvoir annuler la condamnation de Sébastien Jérémie Adjavon à 20 ans de prison. Je l'ai dit tout à l'heure, la CRIET l'avait condamné pour une affaire de 18 kg de cocaïne. Simplement parce que la Cour estimait que la CRIET a violé le principe de ce qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas être jugé pour la même affaire deux fois. Qu'ils vous souviennent qu'en 2016, on avait dit non-lieu. Et après, on ressuscite l'affaire, la CRIET, on dit 20 ans. Donc, la Cour avait dit, on ne peut pas juger la même personne pour les mêmes faits deux fois. Pour cette raison, on n'a qu'à annuler. Mais l'État béninois ne s'est pas exécuté. Mais dans la foulée, vous vous souvenez certainement qu'en août 2019, lorsque Boni Yayi avait saisi la même Cour pour les violences post-électorales de 1er et 2 mai, la Cour ne lui avait pas donné raison. Et on a entendu les membres
du système en place qui ont donc salué cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une parenthèse pour dire qu'au passage, on avait quand même reconnu ce mérite-là de la Cour. Et il se fait que maintenant, la Cour a rendu sa décision ce vendredi en demandant qu'on puisse suspendre les élections parce qu'estimant que l'État béninois n'ayant pas pu s'exécuter en annulant la condamnation des 20 ans, il se fait que Sébastien Germain Adjavon a toujours encore sur son casier judiciaire qu'il a envoyé à la Cour, toujours condamné à 20 ans. Or, vous vous souvenez que l'État avait aussi pris une décision selon laquelle toutes les personnes qui sont recherchées par la justice, qui sont condamnées, qui ont des ennuis avec la justice, n'ont plus le droit de se faire délivrer des pièces administratives, certificat de résidence, votre carte nationale, tout ce qu'il y a comme papier qui fait de vous un citoyen béninois, vous n'avez plus la capacité de vous procurer ce papier. Ça fait que Sébastien Germain Adjavon n'a plus eu ces papiers comme acte de naissance, légalisé, etc., etc. Il n'a pas pu fournir. Et la Cour a dû dire, comme je constate que Sébastien Germain Adjavon est toujours encore venu à nous, dans sa plainte, sans ces papiers-là, avec un casier judiciaire toujours entaché de condamné de 20 ans, et donc, pour ce fait, n'a pas pu aussi avoir la légitimité pour aller aux élections communales parce que Sébastien Germain Adjavon a demandé, étant donné que la Cour a demandé qu'on annule sa condamnation, qu'on puisse, à partir de cet instant-là, prononcer la suspension, le temps qu'on le rétablisse pour qu'il puisse aller aux élections. Vous comprenez un peu? Donc la Cour estime que si on ne prend pas cette mesure provisoire d'annuler, c'est que les élections auront lieu et donc ce sera irréparable. Est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme a-t-il véritablement les bases juridiques nécessaires pour prendre une décision comme ça? Parce que c'est là tout le débat justement, aujourd'hui. Donc, après cet exercice d'explication, puisque si on ne l'explique pas, bien sûr qu'ils nous suivent, parce que dans la presse même, les gens en parlent sans savoir exactement de quoi il s'agit. Ça fait beaucoup de polémiques. Justement. Voilà. Alors, lorsque c'est dans cette prérogative de prendre une décision pareille. Lorsque la Cour dit suspendez parce que le requérant, n'ayant pas ses papiers à jouer, donc n'est pas éligible pour l'instant, il faudrait plutôt annuler sa peine pour qu'il puisse candidater, mettre son parti à jour, reconnu par le ministère de l'Intérieur et aller aux élections. C'est sur ce fondement-là que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé l'annulation. Maintenant, la Cour dit, pour les autres points, notamment l'annulation de la mise en application des lois que je viens de citer, que pour l'instant, étant donné que le total fait 1712 articles à étudier, le code électoral par exemple, enfin, le code pénal, ça fait 1000 et quelques articles, etc. Il faut que la Cour puisse faire une étude de fond avant de statuer dessus. Alors, juridiquement, moi, je ne suis pas un juriste, je ne peux pas de façon péremptoire trancher la question, mais je pense que c'est de bonne guerre, c'est un grand bras de fer qui est engagé entre cette Cour-là et le Bénin parce que ce n'est pas la première décision. Il y a beaucoup d'autres décisions qui sont chaque fois contestées par l'État béninois. Est-ce que, merci pour les explications, Julie Chris, Cédric. Est-ce que pour des dossiers ou pour des affaires concernant un individu, une Cour qui donne des injonctions à surseoir tout un processus électoral dans un pays, ça fait. Est-ce qu'aujourd'hui cette décision reste-t-elle une décision purement juridique ou purement politique? On va dire les deux. Les deux à la fois, c'est un feuilleton politico-juridique ou bien judiciaire. C'est à vous de choisir le terme que vous voulez. C'est ce feuilleton-là qui se déroule sous nos yeux. Je pense sincèrement que si l'État béninois avait exécuté la décision antérieure de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé d'annuler la condamnation du citoyen Sébastien Germain Adjavon, elle ne serait pas arrivée à prendre une telle décision encore ce 17 avril 2020. Donc c'est une suite logique de la démarche juridique de la Cour. Est-ce que les instances, les décisions de la Cour, en fait, les juridictions de cette Cour sont-elles, je ne sais pas trop, comment l'exprimer, sont-elles au-dessus de nos lois? De nos lois. Au-dessus de nos lois. C'est la question que nous, les hommes de médias, nous sommes posés. Nous avons donné la parole à beaucoup de spécialistes. Aujourd'hui, lorsque je jette un regard en arrière, je voudrais procéder à deux questionnements. Pas pour que vous puissiez répondre à ça, mais pour que les téléspectateurs puissent y répondre. Est-ce qu'il est arrivé que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ait rendu
des décisions qui vont en faveur du chef, qui vont en faveur, pas du chef de l'État, qui vont en faveur du Bénin. Est-ce que c'est déjà arrivé? Quelle a été la réaction des citoyens béninois quand la Cour a rendu cette décision-là en faveur de l'État béninois? Première question. Deuxième question. Pourquoi, quand la Cour rend des décisions ou bien prend des ordonnances en défaveur de l'État béninois, il y a tant de polémiques autour de la légitimité de la Cour? Heureusement d'ailleurs que la question est adressée aux téléspectateurs. Oui, c'est adressé aux téléspectateurs. Donc, comme J.K. le dit, c'est un grand bras de fer. Chaque fois que la Cour africaine des droits de l'homme prend une décision, bien, prend une ordonnance en défaveur de l'État béninois, on a une levée de boucliers de partout contre cette Cour. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, le droit international a tellement évolué que même la question de souveraineté des États qui ratifient donc ces chartes, cette question de souveraineté englobe, le droit international englobe cette souveraineté. Ou bien, pour être plus clair, la souveraineté est engloutie par le droit international. Je prends simplement un cas simple. Au niveau environnemental, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin ne peut pas se permettre de faire certaines choses au plan environnemental? S'il le fait, le Niger, ou bien le Togo, ou bien le Burkina Faso peuvent se plaindre et auront raison devant le droit international. Où se trouve alors notre souveraineté? Si de l'extérieur, on peut faire des injonctions, ou bien on peut ramener l'État béninois sur les mesures qu'il est en train de prendre par rapport à tel aspect ou tel autre aspect. Donc, sur la question de la souveraineté, je voudrais qu'on puisse être clair là-dessus. Le droit international que nous avons ratifié, puisque c'est nous-mêmes qui avons ratifié cette charte. Et la charte des droits de l'homme est contenue dans la Constitution, dans la Constitution béninoise. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que cette Cour rend une décision en défaveur de l'État béninois, il y a souvent cette polémique sur la légitimité de la Cour africaine des droits de l'homme de rendre des décisions. Vous avez certainement écouté le ministre Alain Roula sur la question. Oui, je l'ai suivi. Il n'est pas des prérogatives, selon lui, de la Cour de prendre une telle décision. Il joue son rôle, il est porte-parole du gouvernement, il est homme politique, c'est ce qu'il devrait dire, qu'il a dit. Nous pouvons prendre ces propos, les analyser en tant que professionnels des médias et les corroborer à d'autres aspects juridiques pour voir si ce qu'il dit, est-ce qu'il y a une part de vérité ou est-ce qu'il y a des insuffisances dans ce qu'il est en train de dire. Il y a une vérité claire. Il y a certains États qui ont adopté cette Cour africaine des droits de l'homme qui ne respectent pas les décisions ou bien les ordonnances rendues par cette Cour. Ça, c'est une vérité. Mais ce n'est pas pour autant que notre pays va s'illustrer chaque fois en pays polémiste quand cette Cour prend des décisions en sa défaveur. Ce n'est pas très bien. Nous allons certainement poursuivre les analyses avec les hommes de droit sur ce plateau. À moins que vous n'ayez autre chose à ajouter. Oui, j'allais dire que rapidement. Vous avez parlé du porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Roula, qui est un avocat de profession. Mais dans le même temps, vous prenez aussi l'avis de son autre confrère, Maître Kato Atita, par exemple, que j'ai suivi sur une autre chaîne concurrente. Il n'a pas la même lecture des faits. C'est pour dire qu'effectivement, même les juristes ne s'entendront pas selon leur bord. L'autre chose que je voudrais aussi dire, c'est qu'en 2016, on a entendu, vous aussi, parce que le journaliste est l'historien du présent, mais aussi du passé, Bien sûr. on a entendu le candidat Patrice Talon, à l'occasion du débat de l'entre-deux tours, parler de ce qu'un État a l'obligation de respecter les décisions de justice. Il s'était horrifié sur le plateau de pouvoir faire remarquer à l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou qu'en leur temps, qu'il fasse la remarque publiquement qu'il y a des décisions de justice qui sont difficiles à appliquer ou qu'on ne peut pas appliquer. Mais alors on l'a aussi dit que franchement... voyou en ce moment-là. Oui, justement, je ne voulais pas dire cette expression. Et Alain Roula a mis en... simplement. Justement. Alain Roula a aussi dit récemment que c'est vrai que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a sa souveraineté, a le droit de rendre des décisions, mais que cette décision est difficile à mettre en pratique. C'est ce qu'il a dit. Alors, où est-ce que la vérité se situe?
je pense que les téléspectateurs qui nous suivent ne sont pas bêtes, ils tireront leurs conclusions. Merci pour la conclusion. Chacun tire le drap de son côté. Merci, Chacun le tire le drap de son côté. le Et ça dernier continuera sujet. ainsi. En tout cas, le processus continue au Bénin. Voilà, le processus continue. Avant que vous le bouclez, je trouve personnellement que nous avons un État, nous sommes dans un État démocratique, nous sommes dans un État qui respecte le droit, qui a ratifié des choses à l'international. Il ne serait pas très bien que nous ayons ratifié tout ça et que dans la mise en application des décisions au niveau international, que nous abdiquions de cette manière-là. Il faut ramener tout le monde à la justice qu'il faut pour que... Et surtout, il faut également que ces institutions internationales également ne se mêlent pas trop de la politique aussi. Hein. Mais écoutez, si c'est de la prérogative de la Cour d'intervenir... Non, c'était pas une question. Non, ne lui déniez pas le droit. C'est un ajout. Merci, merci à vous. Merci bien, Cédric. Merci, parce que ça, sur le continent, la manipulation arrive très vite, très tôt. Voilà. Donc, alors, on continue avec le dernier sujet. Et ça nous concerne, en tant qu'homme de presse, le Bénin qui a encore perdu des places dans le classement RSF, en tout cas pour 2020. Le Bénin a quitté la 96e place pour la 113e dans le cadre de ce classement 2020. Gilles Christidi, la liberté de presse encore qui prend toujours des cours dans notre pays. Je suis tellement écœuré par ce classement de Reporters sans frontières et je vais vraiment dire ce que je pense sans gants, sans porter de gants. Je ne vais pas être hypocrite avec vous. Qu'il vous souvienne que lorsqu'il était venu sur votre émission pour la première fois, c'est la deuxième fois que je suis ici, je vous faisais remarquer que bizarrement on a le sentiment étrange que la presse béninoise fonctionne à l'unisson presque. Vous vous réveillez un matin, vous lisez la presse écrite, vous constatez que tous les journaux ont eu la même inspiration de s'intéresser à la même actualité. C'est le même sujet qui est à la une de tous les journaux. Et ce ne sont pas des sujets brûlants, ce n'est pas un fait politique qui est arrivé la veille et qui fait l'actualité de façon incontournable. Ce n'est pas ça. On peut se décider, par exemple, vous voyez un beau matin sur la presse, à la une de la presse, des quotidiens, une action que le gouvernement a posée quelque part. Et c'est ça que tout le monde a bizarrement eu l'inspiration de relayer ce matin-là. Et parfois, vous vous demandez, mais est-ce que tout le monde fait une conférence de rédaction commune? Je l'avais dit ici. Non, mais si c'est une action de communication, on ne va pas accuser. Je suis d'accord, mais c'est un... X ou Y. C'est un pan. Mais lorsque vous lisez, parce que j'ai lu un peu le rapport de Reporters sans frontières sur le chapitre Bénin, dans le même temps, Reporters sans frontières dit quoi? Que les activités de l'opposition depuis 2016 ne sont plus presque couvertes par la télévision d'État. Je cite presque mot pour mot le communiqué ou le rapport. On dit que les activités de l'opposition ne sont plus couvertes par la télévision d'État. Maintenant, on est entre confrères. Jetez un coup d'œil sur même la presse privée et demandez-vous exactement comment est-ce que ça fonctionne. Combien de débats vous enregistrez encore aujourd'hui sur les chaînes de radiodiffusion et télévision? La contradiction, on voulait parler de la contradiction. Oui, parce que un débat les philosophes diront, de la contradiction jaillit la vérité, la lumière. Est-ce que vous pouvez me dire que sur les chaînes de télévision au Bénin, là, qu'il y a encore un vrai débat qu'on suit de façon peut-être hebdomadaire, les week-ends, et on s'assoit et on regarde tout le monde affronter les points de vue? Vous avez encore vu ça? Ça n'existe pas. Alors, lorsqu'on ne fait pas ça, qu'on ne soit pas surpris que Reporters sans frontières nous déclasse dans ces classements. Je voudrais faire remarquer, peut-être avant de chuter, que depuis 2016 jusqu'en 2020, le Bénin n'a fait que regresser dans le classement de Reporters sans frontières. En 2016 et en 2017, le Bénin a été classé 78e. En 2018, le Bénin était 84e. En 2019, 96 et en 2020, 113. Alors, on se demande en 2021 si on ne sera pas 130 et quelques. Le Cameroun est à 134, par exemple. Alors, où est-ce qu'on va? Le Togo qui est à côté, on a longtemps pris plaisir à se moquer des Togolais, de la presse togolaise. On a toujours estimé que le président Faure était trop fort et qui a mis une trop forte main sur la presse togolaise. Mais aujourd'hui, le Togo est 71e dans ce classement. La Côte d'Ivoire, évidemment, est toujours devant. La Côte d'Ivoire est 68e. Que chaque journaliste s'arrête à cette occasion-là.
tel qu'on le fait pour réfléchir sur l'avenir de cette presse. Et malheureusement... Est-ce que c'est plus les journalistes ou les promoteurs? Non, mais justement, malheureusement, vous avez... Moi, je vais pas... Je viens à vous, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas être hypocrite avec vous. J'ai noté que le président Patrice Talon a eu la brillante idée de se faire entourer quand même des professionnels des médias qu'on a toujours admirés. Voilà, des grands noms de la presse. Et personnellement, j'avais été très ému et ravi de voir que ces noms-là, qu'on a toujours vénérés, admirés, ont été donc promus pour pouvoir améliorer les choses. Mais voilà les résultats. Et ça, ce n'est pas nous. Vous voyez, c'est Reporters sans frontières. Je n'ai pas créé Reporters sans frontières. Donc, qu'on puisse objectivement réaliser que la presse béninoise est dans une déliquescence qui ne dit pas son nom. Les promoteurs sont à la recherche de gains effrénés. Les journalistes, les professionnels, des gens qui ont fait des institutions, des structures, qui ont défendu la liberté de presse, sont là aujourd'hui et font carrément le contraire. Vous avez l'impression que des gens ont mis 30 ans pour défendre, ou 20 ans pour défendre un point de vue et mettre 4 ans pour carrément refaire, dans le sens contraire, ce qu'ils ont toujours défendu. C'est grave, mais c'est le constat, il faut qu'on le fasse de façon très objective. C'est vrai que c'est votre avis aussi par rapport à... En tout cas, Gilles Christ n'a pas du tout fait cadeau aux professionnels des médias. Et pourquoi allait-il faire cadeau aux professionnels des médias? Puisque nous sommes bien concernés par ce déclassement, ce classement de Reporters sans frontières. Je voudrais, à partir des statistiques qu'il a énumérées tantôt, 78e en 2016, 84e, 78e en 2017, 84e en 2018, 96e en 2019, et puis patatras, nous nous retrouvons à la 113e place en 2020. Je voudrais nous poser une question de conscience à tous les professionnels des médias qui suivent cette émission. La question est la suivante. Est-ce qu'au Bénin, nous avons encore la presse ou bien nous avons des agences de communication? Si on pouvait faire la différence, je crois que ça nous aiderait beaucoup. Est-ce que dans notre pays, nous avons encore des organes de presse ou bien nous avons des agences de communication? Je penche beaucoup plus sur le second volet. Nous avons plus aujourd'hui. Depuis 2 ans, 3 ans, nous avons plus aujourd'hui des agences de communication. Pourquoi selon vous, c'est comme ça? Pourquoi? Moi, je fais la revue de presse. Je fais la revue de presse sur Radio Cedon. Et chaque matin, lorsque je vais faire la revue, vous prenez la une des journaux, mais c'est extraordinaire, comme l'a dit Gilles Christ. Vous posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce que presque 10, 15 quotidiens abordent sous le même angle la même information? Et parfois même les écrits ne diffèrent pas. C'est ça. Les écrits ne diffèrent pas. C'est parfois, il faut vraiment chercher parmi les quotidiens pour trouver d'autres voix discordantes. Est-ce que ça manque de créativité dans les rédactions? Non, ce n'est pas un manque de créativité, Corneille. Et je m'en vais aux causes. Les causes les plus profondes de ce qui nous arrive sont, premièrement, la cupidité. C'est la cupidité. La recherche effrénée de gains. On veut toujours dire ce que le chef veut entendre. On veut toujours faire ce qu'on doit faire pour toujours gagner de l'argent. Il y a cette cupidité-là qui vient. Et deuxièmement, il y a aussi les conditions exécrables. Les conditions de travail, le paiement de salaire des journalistes. Aujourd'hui, le journaliste béninois est payé à combien? Interpellons la convention collective, notre convention collective, Corneille et Gilles Christ. Je crois qu'en 2020, avec ce classement de Reporters sans frontières, il faut aller au-delà des états généraux de la presse. On a eu à l'organiser. Quels sont les résultats? Je crois que c'est mis au tiroir. Il faut aller au-delà des états généraux de la presse. Que promoteurs et journalistes s'asseyent. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Vous n'avez pas demandé à un journaliste qui est mal payé ou bien qui est payé en dessous du SMIC, de ne pas trouver d'autres alternatives. Vous n'allez pas lui demander ça. Parce qu'il faut qu'il nourrisse sa femme, s'il a des femmes. Il faut qu'il nourrisse ses enfants, s'il a des enfants. Il faut qu'il s'occupe de ses parents parce que les parents ont investi dans ses études jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est devenu. Donc il y a tout ça qui est mis en œuvre. Et franchement, j'espérais
qu'à l'avènement du régime de la rupture, que le courage qui a été noté dans certaines réformes, qui ont été des réformes assez dures, des réformes assez dures, mais qui sont en train de porter leurs fruits, que ces réformes-là puissent toucher la presse. C'est-à-dire que désormais, que nous puissions avoir des journalistes qui sont très bien payés, que désormais, qu'on puisse avoir des cahiers de charges qu'on donne aux promoteurs des organes de presse, qui qu'on ait des certaine autonomie entreprises de financière. presse, qu'il y ait une autonomie financière. Parce que c'est surtout ça Mais qui... je crains qu'on ait que mon rêve va rester à l'étape du rêve, et ça sera très difficile que je me retrouve, franchement, dans la réalité un jour, Alors, parce que nous une irons de petite question, dégringolade en dégringolade. Avant de boucler cette émission, on nous signale qu'il ne reste que quelques 4 minutes. Une question, en tout cas, de 2016 à... Pourquoi cette lecture, ce constat, ce n'est pas encore la lecture, ce constat, 2016 à 2020, on a perdu pratiquement plus de 19 places. Oui, 19 justement. places. Non, mais ne serait-ce que de 2019 à 2020, on a déjà perdu 19 places. Alors 78e place oui, en 2017 à 113e en 2. C'est que Alors, on a perdu pourquoi beaucoup. sur ces dernières années, Voilà. qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lorsque le président Patrice Talon est venu au pouvoir, il a dit quelque chose de fondamental. Il a dit « Je coupe tous les contrats avec la presse ». On a entendu les promoteurs de presse s'offusquer, dire à jamais, ils ont maudit de tous les noms le chef de l'État pour dire on n'avait pas le droit de couper les contrats. Pourtant, c'était quand même ce qu'il fallait dire que le président de la République avait dit. Après, lorsqu'il a fait ça, et que tout le monde, vous avez vu dans le temps en 2017, près de 50 quotidiens ne paraissaient plus. Des radios ont commencé à licencier des gens, des télévisions, parce que les gens avaient des contrats occultes avec la présidence. Et vous voyez toute une chaîne de télévision qui ne vit que des contrats qu'il a avec, C'est regrettable, mais on le dit. avec la présidence. Voilà. Comment voulez-vous que cet organe-là soit indépendant? Comment voulez-vous que, si par exemple, je ne vais pas donner l'exemple d'une chaîne de télévision, mais si vous voyez toute une chaîne de télé qui repose dans les mains du chef de l'État, parce que si c'est un contrat avec la présidence, c'est que c'est dans les mains du chef de l'État, comment voulez-vous que la chaîne soit indépendante? Comment voulez-vous que moi, président de la République, je mette de l'argent sur votre organe et que vous donnez la parole aux opposants? C'est impossible. Mais interrogez-vous, demandons aux téléspectateurs, que chacun se demande qui est le propriétaire de France Télévisions, le service public de la France, le groupe TF1, toutes les grandes chaînes de la France, qui sont les propriétaires? Vous allez voir, lorsque vous tapez, l'État est assuré peut-être à 30%, des particuliers ont fait de sorte à ce que ça ne chute jamais sur le plan économique. Regardez un peu aux États-Unis d'Amérique. Qui est le propriétaire de CNN, de Fox News? Il faut une réorganisation. Réfléchir et que les promoteurs puissent réfléchir à la création de grands groupes de presse. Qu'on redéfinisse le modèle économique de la presse béninoise. Si on ne règle pas ce problème et que c'est même le promoteur lui seul qui s'assoit et qui dit compte tenu de ce que moi j'ai dans mon compte bancaire, je crée une chaîne de télévision et je paye mes employés de ma propre poche. Si jamais un gouvernement vient et décide de l'asphyxier, il suffit juste qu'on se mette à cette trousse, lui, individu, et puis la chaîne tombe. Ou alors qu'on lui mette des pressions pour dire, bon, alors vous, on veut que votre chaîne fasse C'est vrai que dans de la propagande ce classement, et tire sur les il a été fait allusion. Dans le classement, par exemple, on a parlé de Soleil FM. Oui, on a parlé de Oui, ces chaînes on a qui ont parlé été fermées. Voilà. Reporters sans frontières a mis l'accent Et sur puis Soleil FM. le cas de Yann Sossou également qui est encore Ignace derrière Sossou, les c'est l'occasion de voilà. réfléchir sur tout ça. Voilà. Et on est en train de regresser. Il faut qu'on puisse le dire, franchement. Merci, Gilles. Franchement. Rapidement, Cédric, pour On boucler. regresse. Non, on regresse. C'est dommage, on regresse et ce n'est pas du tout bien pour l'image de notre pays, puisque ce rapport, beaucoup d'États l'ont et beaucoup de personnes savent combien le Bénin, à quelle place le Bénin était, au temps d'abord du général Mathieu Kérékou. Quand RSF nous avait placés parmi les 5 premiers, on était très contents en Afrique. On était très contents et on se bombait la poitrine. On disait, voilà, nous avons une presse vraiment libre. Il ne faut pas qu'on commence par polémiquer autour du rapport de RSF qui est tombé cette année encore. 2020, nous sommes à la 113e place. Et ce n'est pas du tout bien. Ça n'honore pas la presse béninoise. Non seulement ça ne l'honore pas, mais ça n'honore pas le Bénin. Et moi, j'en appelle vraiment à une réforme
de toute la presse béninoise. Mais quand vous le dites, j'ai peur. On a fait la réforme politique, vous avez vu les élections? Non, quand je parle de réforme... mais attention, non, toutes je les ne parle réformes qu'on fait là. Non, exactement. Non, cette réforme, ce n'est Non. pas encore, ça ne viendra pas des acteurs politiques. Ah ben, ça viendra attention. des structures Non, non. fertières d'abord. Lorsqu'on c'est des commence à structures employer le mot fertières d'abord. réforme, ça se solde Je ne toujours mal à parle la pas fin. d'une Merci. réforme, je ne parle pas d'une réforme qui sera faite pour encore créer Cédric- plus de problèmes Cédric, à merci. la presse Merci. qu'elle en Merci, a Cédric. aujourd'hui. Je ne vous arrête pas, voilà, mais c'est fini pour ce rendez-vous. Je voudrais Nous avons tout le temps. S'il vous Nous plaît, avons tout le temps. Donnez-moi Gilles 10 secondes. Christ. Je voudrais dire, nous sommes très jeunes. Ceux qui nous suivent nous voient très jeunes. C'est sûr que vous êtes venus dans le journalisme après avoir vu quelqu'un faire. Moi, je suis venu après avoir vu certaines têtes, certains grands noms c'est bien ça. parler à la télévision. Ça m'a fasciné toute mon enfance. Aujourd'hui, quand je vois ces gens-là, j'ai envie de pleurer. Et je voudrais croire que nos petits-enfants ou nos enfants qui nous verront demain, c'est un défi que je lance parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les archives restent. C'est ça. Je voudrais croiser les bras que nous, là, notre génération, qu'on puisse mieux faire. Ça soit une Les réalité, grandes personnes, les grands professionnels, nos doyens, sont en train de nous montrer que le journaliste a besoin d'être riche comme l'homme politique. On a choisi d'être journaliste. Pas tous les doyens. Pas tous les Non, doyens. mais Il y a certains, juste la quelques, plupart voilà, ou certains voilà, en tout voilà. cas, Merci. sont en train de Merci, mettre l'argent au Gilles Christ. devant. Le Merci. journaliste doit être Merci. riche comme le ministre. Ce n'est pas Merci à vous, possible. Gilles Christ. Bien sûr, Qu'on ait Tidi, 5 journaliste secondes. indépendant. Qu'on ait 5 Et puis, secondes, en 5 face de secondes, vous, 5 c'était secondes. Cédric. 5 secondes. On aura le temps. On aura le temps plus tard sur ce plateau de forme de rédaction. Et puis, Cédric Kitikaou, correspondant littoral Ouémé de Radio Cédoun. Et bien sûr, Martin Toynis, Denis Maroya. Et bien sûr, la supervision de Igor Moutondi ont conduit ce plateau du forme de rédaction. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.